Ce qu'il faut savoir de l'école de Célestin Freinet, c'est que l'enfant est au centre de l'école. C'est pas parce que c'est une école alternative qu'elle n'a pas les outils des autres écoles. Non, au contraire, elle a même des orthopédagogues, des psychologues, une infirmière dans l'école. Effectivement, parce que c'est une école primaire. Même si c'est une école primaire alternative, ça reste que euh, c'est une école primaire au Québec. Donc, la base est obligatoire. Sans oublier que dans cette école-là, c'est pas juste des surdoués qui y vont ou que c'est des enfants qui n'ont pas de problème. Non, il y a plusieurs enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, des troubles de l'apprentissage, troubles de comportement, et ces enfants-là sont encadrés. On a des plans d'intervention pour ces enfants-là. Donc, même si l'enfant est turbulent, admettons, ou il n'écoute pas, ou il est hyperactif, c'est pas grave. On a les outils pour. Donc, pas parce que tu vas dans une école alternative que tu n'auras pas les mêmes outils que dans une école non alternative. Puis ce qui est vraiment génial dans cette école-là, c'est que c'est l'enfant, quand il a besoin de quelque chose, qui va aller demander pour avoir les outils. Donc, si il veut, par exemple, monter une table, on va lui dire, voici comment on monte une table. Il aura plusieurs choix d'apprentissage. Le premier choix qu'il pourrait avoir, c'est par la répétition ou, ou aussi appelé l'imitation. Car quand l'enfant il regarde, par exemple, un autre enfant plus âgé que lui monter une table, il va se dire, OK, voici comment on doit monter une table. Donc, par réflexe, il va le recommencer, il va le recommencer. Puis à un moment donné, il va trouver le truc et il va juste le refaire. Aussi, ça, c'est l'une des premières visions. L'autre, c'est que c'est pas juste en imitant qu'il va le faire, c'est qu'il va avoir le bon réflexe de comment faire. Ça, c'est pour l'une des raisons pour laquelle l'école de Freinet est vraiment intéressante pour les enfants. Euh, c'est pour ça. En conclusion, les écoles alternatives de Maria et de Célestin Freinet sont intéressantes. Elles sont intéressantes et différentes. Merci de m'avoir écouté. Ensuite vient le personnage de Célestin Freinet. Lui, tout comme Maria Montessori, je veux vraiment vous parler juste de sa vie, de comment il a grandi. Fait que, pour commencer, Célestin Freinet, lui, il va naître à Gap, dans un petit village des Alpes-Maritimes en Provence. Il va naître le 15 octobre 1986. Il va ensuite étudier à l'école supérieure de Grasse, puis après ça, ben, il va quitter cette école-là et il va étudier à l'école normale de Nice. Puis ça, c'est avant d'aller faire la guerre entre 1914 et 1918. Donc, il va pas vraiment finir toutes ses études. Il va revenir de cette guerre avec une blessure au poumon, puis alors qu'il est encore convalescent, puis encore handicapé, ben, il va commencer à enseigner à Bar-sur-Loup. Tout ça, c'est en 1920. Puis lorsqu'il enseigne, ben, il va directement chercher vraiment à enseigner sa vision des choses. Il va vraiment comme faire comprendre à ses élèves que la guerre, ben, c'est mal. Il y a l'endoctrinement qui est vraiment négatif. Fait qu'il va montrer à ses élèves que la guerre, dans le fond, ça fait juste mener à une tuerie. Il étudie aussi tous les courants d'éducation de cette époque-là. En 1926, il va introduire l'imprimante dans les écoles. Puis il y a une enseignante qui va adhérer à sa psychologie, sa pédagogie, excusez-moi. Cette enseignante-là, elle s'appelle Élise. Élise, elle va ensuite devenir la femme de Célestin Freinet. En 1927, il va y avoir un congrès. C'est le premier congrès pour ceux qui utilisent l'imprimante dans la ville de Tours. Euh, la Gerbe enfantine, elle va être créée à ce moment-là. Ça, c'est une revue qui est écrite par les enfants pour les enfants. Le bulletin de l'éducateur, il va voir le jour, puis c'est un bulletin qui existe encore aujourd'hui. Puis ensuite, Freinet aussi, cette année-là, il va faire beaucoup de choses en 1927. Cette année-là, il va contribuer aussi à la création de la CEL. La CEL, c'est la coopérative de l'enseignement laïque qui servira à créer et diffuser les prochains outils pédagogiques. Une année plus tard, en 1928, Freinet, il va déménager complètement. Il va s'installer à Saint-Paul-de-Vence. Et ensuite, il va vivre là-bas tranquillement. Et rendu en 1940, ben, il va être arrêté. Pourquoi? Parce qu'il est soupçonné d'appartenir au Parti communiste. Pendant justement sa détention, ben, il va écrire des ouvrages. Il va notamment écrire un ouvrage qui s'appelle L'éducation du travail et l'essai de psychologie sensible appliquée à l'éducation.
Il va sortir de prison. Puis quand il va sortir, il va faire des conférences et des stages dans toute la France. Il va ensuite créer l'Institut coopératif de l'école moderne en 1948. Puis ça, c'est une association de recherche pédagogique pour les écoles modernes. Euh, Là-bas, il va y publier trois ouvrages. Il va y avoir l'école moderne française et justement les deux ouvrages qu'il a rédigés en détention que j'ai nommés précédemment. Il va ensuite mourir à Vence en 1966 et il va être inhumé à Gap, justement son village natal. Son épouse Élise, elle veut finalement le rejoindre en 1983. Bon, me revoilà. Donc, nous avons parlé beaucoup de Maria, un peu de Célestin. Dans le fond, les différences majeures, c'est que Maria s'intéresse beaucoup au développement rapide des enfants, éduqués dans un milieu plus familial. Du 896 est une des premières femmes médecins. Les enfants apprennent par eux-mêmes et ça suscite sa spontanéité. Elles se mettent des objectifs scientifiques disposés à faire apprendre. Elles deviennent les enfants, dans le fond, deviennent plus disciplinés et plus heureux. Ils font des apprentissages par eux-mêmes. Ils sont très guidés dans ces apprentissages malgré l'environnement dans lequel ils sont laissés. La maîtresse, elle, comme on a compris, comment on l'a vu, c'est qu'elle est directrice. Elle n'est pas là pour les guider par la main. Elle ne trouble pas les apprentissages. Elle les laisse faire à eux-mêmes. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que l'enfant à 4 ans s'intéresse déjà à la lecture, l'écriture. Surtout l'écriture. À 5 ans, il sait vraiment lire. À 6 ans, il connaît la grammaire. Bref, l'éducation par les jeux éducatifs fonctionne très bien grâce à Maria. Ensuite, du côté de Célestin, il réinvente l'école après une crise, après la guerre, après avoir vécu ce que c'est que l'éducation dans un milieu industriel où ce qu'on forme les enfants de masse de façon à prendre les bases en éducation directement, qu'on rentre dans une espèce de doctrine sévère où ce que l'enfant est là pour apprendre, s'assit sur un banc d'école et c'est disciplinaire, direct, qu'il y a un système de récompense en place, un système punitif, un système différencié qui fait en sorte que l'enfant n'est pas là pour son propre bonheur dans un sens, il n'est là que pour apprendre des faits et des données strictes. La pédagogie n'est pas considérée dans un sens que l'enfant doit être heureux et s'épanouir dans un système heureux. Dans le fond, ce que Célestin va venir changer là-dedans, c'est qu'il va faire une pédagogie en coopération avec les apprenants. Il va prendre l'enfant comme étant un égal. Il va les traiter comme des êtres à part, leur faire comprendre qu'ils peuvent expérimenter par eux-mêmes, le faire soi-même. Il va partir des projets avec les enfants selon le vécu de l'enfant comme tel. Ça va motiver l'enfant à être plus impliqué dans l'éducation, ce qui veut dire que lorsque l'enfant va arriver avec l'enseignant va se servir de ce que l'enfant vit en réalité. Les projets sont apportés par les enfants et l'enseignant, lui, travaillera avec ces projets-là pour leur montrer ce qu'ils ont à apprendre, les connaissances à aller chercher. Les enfants exposent ce qu'ils ont vu et dit. C'est de là que toute la matière va pouvoir être construite. On construit, dans le fond, toute l'éducation autour de l'expérimentation de l'enfant dans un milieu libre. Librement au sein de son milieu. Dans le fond, c'est que c'est le milieu de l'enfant qui se fait vraiment développer, un peu comme dans le principe d'une fleur. L'enfant, c'est la graine, elle se développe, puis on fait juste l'accompagner là-dedans. En partant des expérimentations des étudiants, on développe des projets. Ensuite, l'école permet ainsi la coopération sociale et le développement de la solidarité sociale. Ce qui veut dire qu'on met de côté un peu le côté autoritaire, disciplinaire, obligatoire tout le temps en éducation pour permettre à l'enfant d'avoir une voix, une expression, de pouvoir interagir, d'agir. Le système d'éducation utilise l'environnement direct dans ses éléments. Donc l'enfant encore là voit et sent et peut manipuler l'environnement autour de lui, ce qui lui permet une compréhension plus complète. C'est pas juste un enseignement direct où ce qu'il ne se sert que de ses oreilles et tout simplement, il y a un toucher qui se fait derrière la chose, les sens sont accrus, les canaux sont variés pour la communication. L'enfant est quand même laissé à lui-même dans le choix de ses expériences. L'enseignement va se faire automatiquement de soi.
Puis en évoluant à partir des expérimentations vers de nouveaux savoirs. Ce qui veut dire que, tout simplement pour compter, l'enfant va parler du fait qu'il a trouvé des roches, combien il en a trouvé. C'est un exemple très basique que je vous donne en ce moment, mais on parle ici de recherche plus poussée par après. L'enseignement va se faire vraiment autour de ce que l'enfant va avoir vécu la veille. On apporte ça le matin, puis on développe là-dessus, ou dans le passé tout simplement. Quand je suis revenu de la guerre de 14-18, j'avais été assez sérieusement blessé et notamment je ne pouvais pas parler. Surtout pas parler dans une salle de classe. Et alors, j'ai cherché les solutions. J'ai tâtonné longtemps, j'ai fait des expériences. Je prenais l'après-midi mes gosses, leur faire le tour du village où on allait, en passant, regarder le boulanger ou bien on regardait le forgeron, puis on allait faire le tour dans la campagne. On ramenait toute une moisson de choses très intéressantes. Et alors, à ce moment-là, nous faisions déjà un compte rendu au tableau. Et c'est là que je me suis mis à chercher un matériel d'imprimerie, de façon que l'enfant puisse l'avoir fait lui-même, l'avoir mis net au tableau, le composer ensuite et l'imprimer, et le lire ensuite en imprimé. Et alors tout de suite, j'ai pensé que ce qui serait bien, ce serait de profiter de cet imprimé que nous avions réalisé pour l'envoyer à d'autres correspondants. Nous avions déjà 2 imprimés à lire, et des imprimés qui signifiaient quelque chose, qui signifiait une pensée de l'enfant, la pensée du correspondant de l'enfant. Là, j'ai senti tout de suite ce qu'il y avait d'emballant dans tout cela. Alors, nous avions déjà réalisé l'intérêt des correspondances interscolaires tels qu'ils continuent à être assurés. Et le procédé est toujours le même. Si nous parvenons à rétablir les circuits, alors tout va bien. Les enfants s'intéresseront à leur travail, s'intéresseront aux études, et l'instituteur s'intéressera également à son travail. Selon les méthodes que nous disons traditionnelles, c'est toujours la pensée du maître qui oriente toute la pédagogie. C'est le maître qui, le matin, en arrivant, indique ce que l'enfant doit apprendre, ce qu'il doit réciter, ce qu'il doit étudier. Nous pratiquons d'une façon tout à fait différente. Le matin, à l'arrivée, les enfants nous exposent, nous disent ou nous lisent le compte rendu de ce qu'ils ont vu autour d'eux, de ce qu'ils ont entendu dans leur famille, ce qu'ils ont remarqué. Et ce sont ces textes libres qui serviront de base à toute notre pédagogie. Notre méthode est essentiellement coopérative. C'est l'enfant qui agit librement au sein de son milieu, au sein de la communauté. C'est vraiment la coopération sur la base de l'initiative et du travail de l'enfant lui-même. De sorte que notre classe est orientée naturellement vers l'étude du milieu. C'est-à-dire qu'à la base, il y a la vie et la pensée de l'enfant. Et ensuite, nous retrouvons la pensée de l'adulte. Nous inversons simplement le système. Au lieu de partir de l'adulte pour venir à l'enfant, nous partons de l'enfant pour aller à l'adulte et au milieu qui l'environne. Isabelle a 11 ans. Elle va vous chanter le poème d'un de ses camarades, Neil. Le soleil descend sur l'horizon des nuits.